Et salut les amis, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Tenez, regardez, il faut que vous voyez ça. Quand on arrive sur le site où il y a cette montagne, on peut voir ce dessin avec un sapin géant, donc un arbre géant, et d'autres petits arbres à côté. Là, regarde, les arbres créent des parois cellulaires hexagonales. Regarde. Là, on dirait pas l'intérieur d'un arbre du coup? Regarde. Là, on dirait pas des racines et un arbre coupé? L'histoire qu'on nous raconte est manigancée. Regarde. Des racines, un arbre coupé. Dans les textes anciens, c'est écrit. Les livres sacrés aussi. Lisez tout ça. Allez voir ce que disaient les anciennes civilisations. L'histoire qu'on nous raconte est fausse. C'est pas parce qu'ils vous ont appris le français, l'anglais et les maths que tout ce qu'ils vous ont raconté est vrai. Regarde, ça te fait penser à quoi ça? Les autorités ne sont pas avec vous, elles sont contre vous. Dis-moi ce que t'en penses. Allez, ciao. Après c'est vrai que c'est vachement intriguant quand même, parce qu'il y a quand même ce petit dessin et c'est vrai que ça ressemble vachement à des bases d'arbres quand ils ont été sciés. Donc en vrai quand on regarde, ça peut faire vachement penser. Et c'est vrai que dans les livres anciens, ça dit qu'il y avait des arbres géants, et quand on regarde même dans l'histoire, il y a eu des animaux géants, donc pourquoi pas des arbres? Alerte info du jour, plusieurs pays de l'OTAN refusent d'aller aider Donald Trump au détroit d'Ormuz. C'est un énorme tournant dans cette guerre parce que Trump est de plus en plus isolé. Alors vous allez voir, il menace également tous les pays de l'OTAN, mais on va commencer par la France et Emmanuel Macron qui refuse officiellement la demande de Trump et n'enverra pas de navire de guerre dans le détroit d'Ormuz. Alors ça fait suite clairement aux attaques iraniennes sur des soldats en Irak. Je pense qu'Emmanuel Macron ne veut pas être impliqué directement avec l'Iran dans cette guerre. Pour moi, c'est une très bonne décision. Je vois pas pourquoi la France irait se mêler d'une guerre qui clairement ne la regarde pas dès le départ, vu qu'elle ne l'a même pas provoquée. Donald Trump n'est pas là pour aller provoquer des guerres et emmener tous les pays avec lui. Arrive un moment, ça commence à bien faire. Et plus Donald Trump va être isolé, le plus tôt il va dégager son gros cul de l'Iran. Mais également le Japon qui a officiellement rejeté la demande de Trump et n'enverra pas de navire de guerre dans le détroit d'Ormuz. Donc ça, c'est une énorme info également. Personne ne veut aider Donald Trump aujourd'hui à récupérer le détroit. Monsieur n'est pas content. Monsieur dit « J'exige que ces pays interviennent et protègent leur propre territoire, car c'est leur territoire. On pourrait même dire que nous n'avons même pas besoin d'être là, car nous n'en avons pas besoin. Nous avons beaucoup de pétrole. » Bah, que fais-tu là-bas, Donald, si tu n'as pas besoin du pétrole? Que fais-tu en Iran? Dis-nous tout. Je pense pas que la France, le Japon et l'OTAN en général t'aient demandé de pointer ton gros cul dégueulasse au bord de l'Iran pour aller tuer l'intégralité de la population là-bas. Je pense qu'ils t'ont rien demandé, réellement. Le mec est en train de la jouer à l'envers à tout le monde. Il s'est barré en Iran en disant on va venir sauver la population iranienne. Au final, il bombarde tout le monde. Il en a rien à foutre de qui traîne. Il a tué 170 gamins le premier jour en fait de l'intervention là-bas. Et aujourd'hui, il vient vous dire les gars, je suis là-bas pour vous. Moi, je vous ai rien demandé. C'est pour vous que je le fais. Mais tu te fous de la gueule de qui, Donald? L'Iran est en train de retourner l'intégralité des pays. L'OTAN va éclater en 1000 morceaux, je vous le dis, parce que les pays aujourd'hui qui sont dans l'OTAN ne veulent pas aller se fighter avec l'Iran. Et ça, Donald Trump, il avait sous-estimé tout ça depuis le départ. Déjà, il avait sous-estimé les capacités de défense de l'Iran, et il avait sous-estimé en fait le fait que les alliés n'allaient pas le rejoindre là-bas. Le mec, il s'est pointé en faisant genre c'est moi le grand héros. Tous les jours, il fait des déclarations qui sont absolument ridicules en vous disant que la guerre est quasiment terminée, etc. Mais là, il pleure parce que les alliés ne veulent pas venir l'aider. Bah alors, Donald, je pensais que tu avais quasiment fini tout le travail. Pourquoi t'as encore besoin des alliés si t'as fini le travail? Vous voyez qu'il raconte des conneries toute la journée. Le mec, il se contredit à chaque intervention militaire, à chaque conférence de presse. Là, il sait qu'il est dans la merde parce qu'Israël, ils sont en train de prendre cher. Je pense que Netanyahou, on n'est pas loin d'apprendre qu'il est plus de ce monde. Et malheureusement pour Donald Trump, il peut pas retourner aux États-Unis en disant qu'il a perdu parce que c'est pas possible en fait. C'est absolument pas possible. Donc tous les jours, il va venir vous rabâcher qu'il a détruit l'Iran, qu'il n'y a plus personne dans la famille qui contrôle les mollahs, etc. Sauf qu'aujourd'hui, le résultat est que l'Iran a encore bombardé un dépôt de pétrole à côté de l'aéroport de Dubaï, que l'Iran continue de démonter Israël comme jamais, sauf qu'on ne nous affiche pas les images, donc c'est compliqué de vous donner les preuves, et que Donald Trump, il a toujours son gros cul pointé au bord de l'Iran. Jusqu'à quand, les gars? Je sais pas trop, parce que là, il va se retrouver dans une merde incommensurable. Le mec, il est tellement isolé qu'il va falloir qu'il trouve une échappatoire très vite. Après, j'ai entendu aussi qu'il voulait quitter l'Iran dans 2 3 semaines parce que ça chauffe trop en gros pour lui. Et je sais qu'il y a aussi les Anglais qui ont dit que c'était pas leur guerre, qu'ils voulaient pas s'en mêler. Et il y avait aussi un troisième truc que j'avais vu, c'était qu'en fait, ils voulaient destituer l'OTAN ou un truc comme ça.
et que parce qu'en gros, il n'était pas content de comme ça s'était passé. Donc du coup, ça va voir en gros ce qui va se passer, quoi. Vous n'avez pas idée de ce qui se dit aujourd'hui au Forum économique mondial de Davos. Je parlerai aujourd'hui de la rupture de l'ordre mondial, de la fin d'une fiction agréable et du début d'une réalité brutale. Le Premier ministre canadien, Mark Carney, vient de dire tout haut ce que beaucoup refusent encore d'admettre. L'ordre mondial fondé sur des règles est mort. Il n'est pas en crise, il n'est pas en transition, il est mort. Et à Davos, il explique que le monde est désormais gouverné par le rapport de force, que l'économie est devenue une arme, que les sanctions, le commerce et les chaînes d'approvisionnement servent à soumettre les États. Il reconnaît même que cet ordre, fondé sur des règles, était en partie une fiction, une utopie. Les plus puissants faisaient ce qu'ils voulaient, les autres faisaient semblant d'y croire pour éviter les ennuis. Et pour illustrer ce qu'il dit, il cite un philosophe. Un système injuste tient parce que tout le monde participe au mensonge. En clair, à Davos, on ne parle plus de coopération heureuse, on parle de fin des illusions, de survie politique et de réveil brutal. La question maintenant, c'est simple. Combien de pays vont continuer à vivre dans le mensonge? C'est vrai que quand on regarde, c'est un peu ce qui se passe, hein. Ils font que par les censures, par les systèmes économiques, par les médias, etc. Et c'est vrai que ça peut y laisser penser. Ça, je sais pas exactement quoi dire. La prochaine fois que tu vas chez Ikea, regarde bien le nom des meubles parce qu'ils cachent un petit secret. Et a priori, les gens qui travaillent là-bas sont au courant, et moi j'en avais jamais entendu parler. Ikea utilise un système très précis pour nommer la plupart de ses produits. Chaque catégorie d'objets correspond à un style de mot bien précis. Et dans ces catégories, il y a par exemple les chaises et les bureaux qui portent des prénoms masculins scandinaves, comme la chaise de bureau Marcus par exemple. Et pour les prénoms féminins, c'est souvent des tissus et des rideaux, comme ces rideaux-là. Les canapés et les tables basses portent des noms de lieux suédois, comme celui-là. Les lits et les armoires sont nommés d'après des lieux en Norvège. Les tapis portent des noms de lieux danois, comme le tapis Lohals qui est aussi une petite ville au Danemark. Côté meubles de jardin, c'est des noms d'îles suédoises, comme Sedgam extérieur, qui est du coup aussi une île dans l'archipel de Stockholm. Les articles de salle de bain portent des noms de rivières, de lacs ou de baies scandinaves. Les articles pour enfants, eux, c'est souvent des noms d'animaux ou des adjectifs, comme leur requin en peluche qui veut littéralement dire requin bleu. Donc si un jour tu vois un meuble Ikea chez l'un de tes potes, t'auras plein d'anecdotes à lui raconter. Je trouve ça assez curieux quand même qu'ils nomment comme ça. On dirait que c'est limite codé. Je sais pas pourquoi ils nomment comme ça. Tu veux une fourchette ou des baguettes? Ah, je veux bien des baguettes s'il te plaît. Merci. Ah, t'as des baguettes Viette toi? Ouais, bah c'est des baguettes quoi. Bah non, toutes les baguettes des pays asiatiques sont pas les mêmes. Quoi? Mais bien sûr que si, c'est les mêmes. Attends, c'est que je suis viette, ok? Est-ce que tu sais ce que c'est les Bankoun? Non. C'est normal, tu n'es pas viette. En tout cas, Viette ou pas Viette, toutes les baguettes asiatiques sont pas les mêmes. Elles ont pas la même forme. Putain, mais pourquoi personne me l'a jamais dit? Par exemple, les baguettes japonaises, elles sont plus courtes et au bout elles sont pointues. Pourquoi elles sont pointues? Pour mieux attraper le poisson. Putain, c'est pas con. Attends, et les baguettes chinoises? Bah les baguettes chinoises, elles sont plus longues et plus épaisses. Pourquoi elles sont plus longues? Parce que souvent en Chine, on met des plats partagés au milieu de la table. Donc le fait que les baguettes soient plus longues permet de mieux aller attraper les aliments. Ah ouais. Et au Vietnam? Au Vietnam, c'est un peu pareil. Les baguettes sont plus longues pour pouvoir aller choper les aliments. T'as raison, en fait, les baguettes que tu tiens, c'est les baguettes de ma tata Thérèse, celle qui me prépare toujours des Bankoun. En fait, ça dépend de la cuisine du pays, finalement. C'est ça. Attends, et en Corée, alors? Les baguettes coréennes, tu les reconnais direct. Elles sont plus fines et elles sont en métal. Pourquoi elles sont en métal? Ouais, il y a une histoire qui raconte que la famille royale coréenne mangeait avec des baguettes en argent parce que ça permettait de détecter le poison. Mais aujourd'hui, elles sont surtout en acier. Acier qui ne détecte pas le poison, finalement. Non. Ok. Passe-moi une fourchette, s'il te plaît, parce que je sais pas utiliser les baguettes, finalement. Attends, tout ça pour ça? En vrai, je savais pas ça pour les baguettes, hein. Quand je les regardais, je pensais que c'était tous les mêmes, mais en fait, pas du tout. L'Iran, on peut dire ce qu'on veut, hein. On parle d'un pays qui a résisté aux 8 ans de guerre parce que vous savez que l'Iran, c'est pas la première fois qu'elle bloque le détroit d'Ormuz, hein. Pour savoir, il l'avait déjà fait, la dernière crise pétrolière que le monde avait connue, il me semble c'était 77, je crois, ou 79. Et c'était l'Iran qui avait menacé de bloquer le détroit d'Ormuz. C'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis soutenaient Saddam Hussein, et c'est pour ça que Saddam Hussein, enfin non, ils ont soutenu Saddam Hussein qui a entraîné une guerre de plus de 8 ans, Iran contre Irak, hein. Et c'est là d'ailleurs où il y avait les attaques avec le phosphore blanc, le poison, etc. Et même l'Irak était en mode, mais c'est pas possible l'Iran. C'est pas possible, ça fait 8 ans qu'on les bombarde avec l'aide des États-Unis, ça fait 8 ans qu'on les gaze complètement avec des produits chimiques, ils ne veulent pas tomber, tu vois. Donc c'est pas avec une guerre de 4 jours qu'il va réussir Trump. Et comme je vous ai dit, c'est abusé, c'est abusé. Il a acquis ce détroit, il est à l'Iran. Il est à l'Iran. Et donc ils tiennent un peu le monde par les couilles. Et comme je vous ai dit, ils font croire à une victoire déjà un peu précipitée. Mais pas du tout. On est loin de la victoire. Et c'est pour ça que ça me choque parce qu'il y a autant de gens qui tombent dans la propagande. Et je me dis, mais non, mais pas du tout, les gars. Je crois que l'Iran est en train de faire un exploit de ouf. Je crois qu'il faudrait soutenir pas Israël et pas les États-Unis en tout cas. Mais bref, ils ont carrément miné le détroit à Skip. Le détroit, quand on dit ils bloquent le détroit, déjà ils l'ont bloqué physiquement. Alors les États-Unis peuvent le percer,
peuvent, tout ça, y a pas de souci. Sauf que dans tous les cas, les assurances des pétroliers n'assureront aucun bateau qui passera par là-bas, tu vois. Comme c'est devenu une zone de guerre, en fait, il faut que la guerre s'arrête parce que même s'ils arrivent à reprendre le contrôle du détroit, vu que c'est une zone de guerre, et bah y a aucun pétrolier qui peut passer. Donc dans tous les cas, ça va boucher dans l'organisation des pétroliers. Donc bon, même s'ils réussissent à percer tout ça, c'est C'est vrai que je pense que les Iraniens sont bien plus forts que ce qu'on pourrait croire en vrai. Ils laissent croire le contraire, mais pour le moment, comme il a dit, ils font des exploits. J'ai réussi à trouver le tournage de cette vidéo, c'est une dinguerie. Mais s'il vous plaît là, le thé, enfin le café, excusez-moi, faut en parler, non? Là, la pancarte, on va en parler également juste après. Et regardez ici sa poche. Là. La pancarte que vous avez vue juste avant, regardez la date. 15 mars 2024. Là, on le voit beaucoup plus près. Et là, la plus grosse erreur, c'est que la boulangerie a mis en ligne ces 3 photos, donc hors tournage. Encore une fois, on va revenir sur les doigts, forcément, parce qu'en fait, je pense que c'est un problème d'intelligence artificielle. Regardez, le dernier doigt tient le gobelet, un gobelet en plastique. Expliquez-moi. Et vous allez voir, en plus, que ça revient sur les 3 photos. Là, l'alignement parfait des oreilles. Et il y en a même un qui a dit que les oreilles ici ressemblent à une erreur de motif que certains modèles d'IA produiraient. Deuxième photo, regardez les mains là-bas. Ici, là, la jonction est bizarre. Et la troisième photo, c'est celle-ci. Mais regardez les mains de la jeune fille. On dirait qu'ils sont identiques aux autres. Après, concernant les flèches, là, j'ai pas compris. Je vous dis honnêtement, j'ai rien compris. Et là, on peut voir que comme si son doigt était coupé ici et qu'il reprenait ici. Je sais pas si vous voyez le délire un peu. Et j'avais vu, parce que normalement c'est une vidéo et j'avais vu en fait, et moi il y a une chose qui m'avait interpellé, c'est quand il bougeait sa tasse à café en fait, on voyait que le café il bougeait, il tombait pas, alors que normalement il aurait dû tomber. Et ça la physique, par contre dans l'IA ça tombe pas. Et je sais il y en avait un, je crois que c'était un politicien ou je ne sais plus quoi, qui s'avait fait croire qu'il était vivant pendant 8 ans alors qu'il était mort. Donc franchement, moi, ça me surprendrait pas qu'il soit plus là, en fait, et qu'ils font en sorte de faire croire, ou que, par exemple, il a été blessé assez gravement. On a merdé de dingue. Tu vois ça, c'est le disque d'or. Un disque brillant rempli d'informations sur l'humanité. Naturellement, on l'a envoyé dans l'espace, dans l'espoir que des extraterrestres le trouvent. Mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Le disque d'or contient des informations plutôt rassurantes sur les êtres humains. Il y a des photos de nous en train de manger, en train de boire, des images de technologie que nous avons créées et même des photos d'astronautes dans l'espace. Mais c'est là que ça devient flippant. On a aussi inclus des schémas précis de notre biologie, apprenant quasiment aux extraterrestres comment nous anéantir. Le plus dingue, c'est qu'on leur a donné des façons détaillées de venir sur Terre. Une véritable carte. Donc non seulement on leur a révélé nos faiblesses, mais on leur a aussi indiqué comment nous trouver. D'accord, je comprends, c'est très poétique et plein d'espoir. On vit en paix, tout ça. Mais si les extraterrestres étaient comme nous, tu vois, on n'est pas vraiment l'espèce la plus pacifique. Pour moi, ce disque cosmique est l'équivalent de publier son adresse sur internet, de donner son numéro de sécurité sociale, puis donner un schéma intégral expliquant la fragilité de nos jambes. Alors non seulement on va mourir, mais en plus c'est entièrement de notre faute. Mais c'est tellement vrai, en vrai, ça, c'est tellement vrai. Parce qu'on part d'un bon principe, c'est vrai qu'ils peuvent être gentils, mais c'est vrai que dans le cas qu'ils sont comme nous et qui sont pas forcément très gentils, et qui pourraient même vouloir nous prendre des choses, en fait, on fait comment? On leur a tout expliqué. Voici l'endroit où l'élite américaine se réunit pour faire les choses les plus étranges du monde. Au nord de San Francisco, caché dans une forêt d'énormes séquoias, se trouve le Bohemian Grove, un domaine privé immense et interdit au public. Chaque année, des chefs d'entreprise, des responsables politiques et d'anciens présidents américains y passent 2 semaines loin des caméras. Au centre du domaine se trouve une statue de hibou de plus de 12 mètres de haut, et c'est là qu'a lieu toutes les cérémonies cheloues que font les élitistes américains. Et le plus fou, c'est qu'à cause du secret gardé sur ces rassemblements, les théories ont littéralement fusé dans tous les sens. Certaines personnes parlent de réunions où on parle de trucs chelous. D'autres vont jusqu'à évoquer des sacrifices, voire plus. Mais pour l'instant, aucune preuve concrète n'a jamais confirmé ces accusations. En vrai, c'est vrai quand même que s'ils font vraiment ça, c'est vraiment chaud, parce que là, on se rend compte quand même que c'est les élites américains, donc c'est des gens qui gouvernent les Américains, tout ça, et en ce moment, ceux qui provoquent la guerre, enfin une partie de la guerre, donc on se rend compte que c'est pas forcément des gens bien. Et je me demande si en France, c'est pas aussi pareil, parce que franchement, il y a des choses qui sont assez ressemblantes quand même. Les banques centrales sont en train de faire quelque chose qu'elles n'ont fait que 3 fois dans l'histoire. Et à chaque fois, ça s'est mal terminé. 863 tonnes d'or achetées en 2025. Et ça continue en 2026 au même rythme. Et tu sais ce qui s'est passé la dernière fois qu'elles ont acheté aussi vite? C'était en 1971. Le système monétaire mondial a explosé. Et l'or a fait plus de 2400% dans les années qui ont suivi. Même schéma en 1979, même schéma en 1991. Et à chaque fois crise monétaire, puis effondrement. L'or vient de dépasser les $5000 pour la première fois de l'histoire. Les États ne se ruent pas sur l'or
physique à cette vitesse s'il ne voit pas quelque chose arriver. Et on a plus de 340 000 milliards de dettes mondiales. L'or ne prédit pas l'effondrement, il intègre la probabilité. Et les gens les mieux informés du monde, les banques centrales, les fonds souverains, ils se protègent en ce moment même sur un actif qui va profiter d'ailleurs de cet effondrement. Et si tu veux savoir c'est quoi son nom, commente actif et je te l'envoie en message privé. Mais de toute façon, les grandes familles qui gèrent toutes ces choses comme l'immobilier, les banques, tout ça, et pour les deux guerres mondiales, en vrai, à chaque fois, il y a eu des ventes immobilières, récupération d'or, etc. Et après, il y a eu un effondrement, et après, bah, du coup, ça repartait à la normale. Et c'est vrai que quand on regarde la courbe de l'or, en fait, on voit qu'il y a une hausse, mais il y a pas de forme de retracement. Donc, c'est sûr que le jour que ça va retracer, mais ça va faire mal. Après les steaks hachés, le fromage, maintenant le jambon. Franchement, on va plus rien manger. Écoutez ça. Et j'ai vérifié les infos, tout est vrai. Alerte, faites très attention si vous avez récemment acheté ou consommé du jambon en grande surface. Plusieurs lots très importants distribués dans différents magasins seraient contaminés par la bactérie mortelle appelée Listeria qui peut entraîner de lourdes complications si elle n'est pas rapidement détectée. Les enseignes concernées incluent notamment Super U, Leclerc, Auchan, Intermarché, Casino ainsi que d'autres chaînes de distribution. Par précaution, il est fortement recommandé de vérifier immédiatement les produits présents dans votre réfrigérateur. Si vous avez acheté du jambon récemment, ne prenez aucun risque. Évitez de le consommer tant que vous n'êtes pas certain de son origine. Les symptômes peuvent apparaître plusieurs jours après la consommation. Ils ressemblent souvent à une forte grippe, maux de tête intenses, fièvre, vertige, fatigue inhabituelle ou douleurs musculaires. Dans certains cas, la situation peut s'aggraver rapidement. Si vous ressentez l'un de ces signes après avoir mangé ce type de produit, contactez immédiatement votre médecin et rendez-vous au supermarché pour vous faire rembourser ou recevoir en... Alors oui, je suis allée vérifier les infos et c'est quand même super impressionnant. Il y a plus de 16 800 produits qui sont rappelés. Il y a même des steaks hachés. Allez voir sur le site, c'est vraiment impressionnant. Je vous mets ici le numéro des lots qui sont rappelés au niveau du jambon, si ça peut vous aider. Mais après, il faut boycotter les grosses enseignes, hein, ça j'arrête pas de vous le dire. Mais bon, après, c'est vrai qu'on ne peut pas faire autrement souvent. Malheureusement, tout le monde n'a pas la ferme du coin qui vend de tout, donc je comprends. Mais c'est pas évident, franchement, on ne sait plus quoi manger. Amis musulmans, vous devez être contents en voyant cette vidéo de vous dire on ne mange pas de porc. Et oui, je pense que vous avez raison sur ce coup-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis dépitée à force. C'est vrai que je trouve que toute la nourriture qui est dans l'industrie, les grandes enseignes, etc., et c'est tout pourri, parce quand on regarde à chaque fois, il y a toujours des problèmes avec ça. Et c'est vrai que ça serait bien de pouvoir faire plus artisanal, genre aller plus chez les fermiers, plus chez les bouchers, les choses comme ça. Après, je comprends que comme elle a dit, il n'y a pas tout le monde qui a une ferme qui vend un peu de tout, mais en fait, faudrait les réunir un peu. Tout court. C'est vrai que c'est intriguant quand même. Comment ça peut valoir plus alors que c'est réellement une pièce de 2 euros? Je comprends qu'il y a l'offre et la demande, comme il a dit, mais c'est vrai que ça paraît assez curieux quand même, quand on y réfléchit vraiment. Si t'es pas du bon côté d'ici 2029, c'est fini, tu n'auras plus d'autre chance et je vais t'expliquer pourquoi. Quand l'IA va prendre les emplois, et elle va les prendre, ils vont devoir mettre en place un revenu universel pour tous ceux qui auront perdu leur travail. Et ce revenu, ils vont le donner en monnaie électronique, donc il sera programmable, traçable, contrôlable. Et je dis pas des conneries, regarde l'euro numérique. Aujourd'hui, on a un système à 3 classes, les riches, la classe moyenne et les pauvres. Ce qui va se passer, c'est que la classe moyenne va se faire écraser. Sur 10 personnes, il va y en avoir environ 3 qui vont monter et 7 qui vont descendre. Et tu vas te retrouver avec un système à 2 classes. Le premier, ceux qui auront du vrai argent, du cash, du bitcoin, des actifs réels, eux, ils n'auront pas besoin du système, pas besoin de revenu universel, pas besoin de la monnaie électronique de l'État. Et il y aura les autres, ceux qui dépendront de ce que le gouvernement voudra bien leur donner, ceux qu'ils peuvent acheter, ceux qu'ils ne peuvent pas acheter. Les riches, pour vous expliquer, personne ne va les forcer à utiliser l'euro numérique parce qu'ils auront leur actif et leur liberté. Et les autres, malheureusement, ils n'auront absolument pas le choix. Et justement, c'est pour ça que je te le dis, c'est comment tu vas te préparer pour pas faire partie des 7 sur 10 qui vont descendre. D'ailleurs, justement, le 2 avril, on t'explique toute notre stratégie crypto en live, comment se positionner, quand entrer et quand sortir. La même stratégie d'ailleurs qui m'a permis maintenant de vivre de ça et qui va me permettre dans les prochains mois, prochaines années, de vraiment devenir riche. Le lien est dans ma bio pour t'inscrire et ceci n'est pas un conseil financier. Et voilà comment ils vont faire pour nous avoir encore l'euro numérique, identité numérique. Ils font tout pour que dans l'avenir, ils puissent tout contrôler. Et en plus, on voit le type de gens que c'est. Franchement, s'ils arrivent vraiment à faire ça, ce sera pas top top. Mais bon, je vous ai montré ce que j'avais envie de vous montrer. La vidéo est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.